Est-ce que tu savais, un joueur de loterie qui choisit ses numéros dans une loterie, il pense qu'il a beaucoup plus de chances de gagner que s'il fait un tirage aléatoire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion du contrôle. Et ça impacte la majorité des gens sur Terre. Et ça nous arrive de penser qu'on a un grand contrôle sur ce qui se passe autour de nous, alors que pas du tout. Tu sais, j'aime beaucoup l'exemple là que tu viens de mentionner, parce que je trouve qu'il montre deux choses par rapport à la psychologie humaine. Il montre que les gens ont un besoin primaire de chercher à contrôler les choses, et il montre aussi que les gens ont beaucoup d'ego. Parce que quelque chose d'un point de vue logique, comme par exemple la loterie, où l'incertitude justement du hasard fait que tu choisisses toi-même les chiffres ou pas, les résultats seront exactement les mêmes, parce que c'est purement mathématique, c'est purement du hasard, mais que tu cherches quand même à choisir tes propres chiffres parce que tu penses que tes propres chiffres ont plus de chances d'aboutir, c'est aussi un peu d'ego. Voilà, parce que mon choix, il est un peu spécial. Surtout par exemple les gens qui vont se dire ok, je vais choisir ma date d'anniversaire ou la date d'anniversaire de ma petite fille, etc. Ça rentre dans un cercle de... il donne un peu du meaning, un peu de signification, alors que pas du tout, ce sont juste des nombres. Alors que c'est justement beaucoup d'ego, je trouve, parce que your meaning dans l'univers, il ne représente pas grand-chose. Une loterie où des millions de gens vont participer, ton anniversaire à toi, et il faut le dire gentiment, mais ne représente absolument rien dans cette loterie. Oui. Parce que c'est quelque chose d'universel. Oui, c'est trop vrai. Tant que tu as mentionné l'univers, c'est là que je vois que nous sommes... Voilà, on a forcément un impact, on fait des actions, on a des pensées, mais par rapport à l'univers, on est tout petit. Exactement. Et voilà, notre rôle, il est très petit. Mais en fait, c'est le cerveau de chacun qui c'est bon, on en parlera peut-être une prochaine fois, mais c'est justement ce syndrome du personnage principal. Le fait que chacun cherche à être le personnage principal de son entourage. Tout le monde a cet exemple. Par exemple, je vais te donner un truc qui existait beaucoup chez les garçons. On a tous déjà imaginé que par exemple, on était en cours à l'école et que par exemple, il y avait un incendie et que tu étais celui qui allait sauver la classe. Ça, c'est psychologique. Il y a des études que j'ai lues concernant ça. Tous les hommes ont ce besoin d'être le héros dans leur monde. On a aussi le syndrome de penser un Batman. Voilà, je suis l'antagoniste. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'étais petit, quand j'ai imaginé ces scénarios-là au collège, je m'imaginais, je prends ma tenue d'Assassin's Creed, assassin. Voilà, c'est bien pour le cerveau. Des trucs comme ça, c'est bien. Mais... Oui, c'est bien, mais il faut quand même être un peu en parallèle avec la réalité. Alors maintenant, si on revient vers l'illusion du contrôle, tu as mentionné, il y a un côté primaire pour nous pour vouloir avoir du contrôle. Et pourquoi est-ce qu'on a ce côté primaire-là? Déjà parce que le cerveau déteste l'incertitude. Et surtout si la peur, l'anxiété, le stress, on préfère avoir une situation dans laquelle je maîtrise tout. Mais est-ce que c'est le bon moyen, en fait? Est-ce que c'est le bon moyen? J'ai un exemple qui peut montrer que ce ne l'est pas. J'ai l'exemple, c'est par rapport au paradoxe du contrôle. Le paradoxe du contrôle, c'est un exemple qui te dit que plus tu cherches à contrôler les choses, moins tu as de contrôle réellement sur ce qui se passe autour de toi. D'accord. Et l'exemple que j'ai à te mentionner, il concerne peut-être... Je ne vais pas rentrer dans ce débat pour pas faire de la peine aux gens, mais pour moi, peut-être le meilleur basketteur de tous les temps, c'est-à-dire Michael Jordan. Michael Jordan, il a eu son fameux tir très connu lors des finales NBA en 98, je crois, où il avait parlé de ce moment-là et où il avait pris un détachement par rapport justement au contrôle. Comment je vais dire les choses? Lors de sa préparation mentale, il aurait pu faire, comme la plupart des gens, essayer de prédire l'issue du match, de prédire ce qui allait se passer lors du premier quart-temps, lors de la deuxième mi-temps. Prédire qui va passer à qui, qui va essayer de me prendre la balle. Exactement, essayer de prédire, par exemple, lui, voilà comment il joue, s'il joue de cette manière, je vais le contrer de cette manière, etc., etc. Mais justement, Michael Jordan, lors de ce match qui était peut-être le plus important de sa carrière, il a eu une approche très différente, où il s'est dit, ce n'est pas à moi de contrôler les choses. Ce que moi je dois faire, c'est essayer d'anticiper les choses de la meilleure manière et de m'adapter de la meilleure des façons. Il n'aurait jamais pu prédire, par exemple, que lors des 5 dernières secondes, c'était lui qui allait avoir la balle pour marquer le tir de la fin du match. D'accord. Et peut-être que s'il avait prédit une fin de match de cette manière, il aurait développé des sentiments d'anxiété, des sentiments de peur, de stress, frustration etc. Et beaucoup de pression surtout. Voilà. Donc, avoir ce détachement et pouvoir se dire... Quoi qu'il arrive, ce que moi je dois faire, c'est anticiper et être la meilleure version de moi-même au moment donné, au lieu d'être la meilleure version de moi-même tout le temps. C'est ce qui a fait qu'il a pu justement marquer ce tir en fin de match. Je vais te décrire un peu ce qu'il a fait.
Il y a une phrase qu'on dit énormément, c'est luck is what happens when preparation meets opportunity. Je vais la traduire. C'est très La bien. chance, c'est ce qui arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Michael Jordan, dans cette situation, il a été très très malin. Il a fait autant de préparation qu'il a fait. Lui, bien sûr, il se lève tôt, il s'entraîne énormément. Évidemment. Il fait beaucoup de visualisation. Évidemment. Mais il est conscient que lui, il n'a pas de contrôle sur ce que les autres vont faire. Il n'a pas de contrôle sur la balle où est-ce qu'elle va passer. What if he get that lucky shot? Voilà. L'adversaire, par exemple. Ouais, voilà. What if he gets that lucky shot? Mais Exactement. lui, il va se concentrer uniquement sur ce qu'il peut contrôler. Voilà. C'est très bien dit. Tu comprends? C'est ça. Et qu'est-ce qu'il peut contrôler? C'est lui, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va réagir aux situations. Et c'est comme ça qu'il a pu J'ai noté devenir- cette phrase de Bruce Lee. Je t'en avais parlé, elle t'a plu beaucoup. Moi, j'aime Bruce Lee parce que c'est quelqu'un qui va te dire des phrases très courtes, très dynamiques, mais très précises. Oui. Et Bruce Lee, il a dit « Ce n'est pas la maîtrise, mais c'est la souplesse qui mène à la réussite. Ouais, il a dit un truc similaire. Be like water, my friend. » Exactement. Parce que tu as un verre d'eau. L'eau, il prend la forme du verre. Tu le mets dans un bol, la même quantité d'eau, elle prend la forme de. Donc, du ce qu'on bol. peut dire, c'est que c'est une question d'adaptation. Il faut savoir Il faut s'adapter. s'adapter au moment donné. Par exemple, on a aussi un exemple au niveau de l'UFC. On parle aussi souvent du UFC parce qu'on apprécie ça, etc. Mais Ouais. l'UFC, il y a beaucoup de combattants. Il y a, par exemple, un combattant, il s'appelait Covington. J'avais apprécié son combat précisément parce que j'avais vu un documentaire qui parlait d'un combat qu'il avait fait en main event. Et en gros, toute sa préparation a été basée sur le fait que son adversaire n'était pas très bon au grappling, c'est-à-dire au jeu au sol. Mais au moment du combat, il s'est avéré que son adversaire était bon au jeu au sol. Donc pendant le combat, he needed to be like water. Tu vois ce que je veux dire? Il need to be like water. Et Il a dû savoir s'adapter et ne pas faire en sorte de faire ce qu'il avait préparé parce que vu que son adversaire avait réussi à anticiper ce qu'il allait préparer, et ben c'était à lui d'anticiper l'anticipation de son adversaire. Et à ce moment-là, il devait ne pas avoir l'ego d'accepter qu'il n'avait plus le contrôle. C'est une question d'ego. Beaucoup de gens à ce moment-là auraient dit non, je suis meilleur que lui, j'ai préparé d'une façon meilleure que lui, je n'ai pas anticipé. Je cherche à contrôler. J'aime beaucoup cet exemple parce qu'on a tendance à surestimer le contrôle qu'on a sur les situations. Et lorsque, je m'imagine là, j'essaie de préparer au maximum. C'est bien, tu fais de l'effort, tu as préparé, tu as visualisé. Mais mais si tu es insistant sur le fait que tout doit se passer comme moi, je le veux, au moment où les choses ne partent pas comme selon ma volonté, je vais stresser. En fait, il faut accepter que les choses ne vont pas forcément se passer comme tu le souhaites. Oui. D'ailleurs, dans le stoïcisme, on dit au lieu de vouloir à ce que les choses se passent comme je le désire, il faut plutôt désirer à ce que les choses se passent comme elles vont se passer. Il faut accepter le destin exactement comme il est. Parce que justement, et on va le répéter pour une dernière fois, tu n'as pas le contrôle sur les événements. Anna, ça m'est arrivé pas mal de fois. Quand on a le groupe d'amis, un projet, on peut faire ci, on peut faire ça, et ils sont très confortables. Donc ils sont vraiment bloqués sur l'étape de la préparation, ou même qu'ils sont sur l'étape d'exécution. Est-ce que ça a à voir aussi avec le sujet de procrastination? Bien sûr, la procrastination collective. Ouais. Et c'est pire, je pense, c'est pire que la procrastination individuelle. Et parfois, tu fais des préparations. Par exemple, moi, je suis bon pour la préparation. Et j'ai dû battre le côté de après, je n'exécute pas. Parce que je suis vraiment bon pour la préparation. Après, l'exécution. Tu n'exécutais pas. Ouais. Walkin, est-ce que ça a à voir avec la procrastination ou là? Ouais, je procrastine. Et tu sais pourquoi? Est-ce que tu as fait perfectionnisme? Ah. Le détail. Donc, tu en compte la peur de l'échec. Ouais. Donc, en gros, tu avais peur de ne pas forcément être la meilleure version de toi-même avec le projet. Alors que tu ne deviendrais la meilleure version de toi-même que si tu te lances. Et si tu t'entraînes. Voilà. C'est l'exemple de ce qui t'est arrivé avec la course à pied, avec Jira. Ouais. Parce que tu es passé de, je crois, 2 minutes, 3 minutes de Jira au début, à courir 4 heures et faire des marathons. Donc, comment ça s'est passé de l'entraînement? Quel entraînement? De la préparation mentale, que tu as pu battre la procrastination au moment où tu as commencé l'entraînement. Parce que it sucks, ça fait chier de se dire je suis nul. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu cours et que tu cours mal et que tu cours tu me dis la respiration et que vraiment tu sais que les résultats ne sont pas là, beaucoup qui justement ils abandonnent. J'avais beaucoup de gras à perdre. Et c'était le sport le plus accessible. Ça veut dire si tu n'as pas accès à une salle de sport, tu peux quand même courir.
C'est vrai, c'est bien Et dit. j'étais conscient que je pouvais m'améliorer parce que j'ai entendu des gens qui s'entraînent, voilà, petit à petit, ils s'améliorent. Plus tard, ce qui a vraiment donné un boost, c'est lorsque j'ai couru mon premier 10 km au Marathon international de Rabat 2022. Mais c'est quand que tu 2023. as eu dès que le premier sentiment d'amélioration, la première fois où tu t'es dit, attends, là il y a une amélioration notable que j'ai sentie en moi. Le 10 km, le premier 10 km. Donc il y a eu un avant et un après. Ouais. Et ça, À c'est un partir du sujet 10 intéressant. km, ça fait. J'ai pris le rythme petit à petit. Quelques mois, ma grand-mère est morte, je me suis séparé de Lim. Hmm. Juste après, Anasaf. Non, Britnjeri. Mais ça va voir, ça, c'est un sujet hyper intéressant avec la procrastination. Ça montre bien avec un effort mental, justement, on peut battre la procrastination. Mais tu sais, moi j'ai noté la phrase intéressante qui te dit que la procrastination, c'est simplement un piège mental qui te fait croire qu'il te faut plus de temps et plus de motivation. Alors que c'est un mécanisme, dit le cerveau, qui cherche deux choses, à nous faire éviter la douleur de l'effort et la douleur de l'échec. T'as vu, c'est bien dit. Alors que tu ne peux devenir meilleur qu'à travers la pratique. La confiance en soi, et la motivation, il ne faut pas attendre qu'elles viennent. Tu les crées en faisant la chose. Tu sais, moi, je vais te donner un exemple. Ça me concerne personnellement. À l'époque où je procrastinais, c'était par rapport à par exemple, au niveau mes cours, au niveau de mes révisions. Le fait que je savais qu'un cours en particulier, je n'y connaissais rien avec le cours, j'avais l'appréhension de dire je me mets à étudier ce cours et que je galère. Et ça rejoint énormément cette phrase, pourquoi elle m'a fait sourire quand je l'ai écrite, parce que ça a à voir avec le fait que tu as justement peur de l'échec. Oui, je vois très bien. Et pourtant, ça nous est arrivé plusieurs fois dans le passé, lorsqu'il y a une matière qu'on connaît bien, vraiment qu'on la contrôle, on a tendance à la pratiquer plus. Exactement. On l'étudie Tu es plus. dans le confort. Ouais. Le confort aussi, le confort et la procrastination, c'est lié. Par exemple, beaucoup de gens, lorsqu'ils vont à la salle, lorsqu'ils essayent de se dépasser pendant un entraînement, si tu as remarqué, ils vont toujours faire les mêmes exercices qu'ils maîtrisent. Porter les poids dont ils sont fiers qu'ils maîtrisent. Alors que peut-être il y a d'autres exercices qu'ils ne maîtrisent pas et auxquels ils ne vont pas porter d'intérêt parce qu'ils savent bien qu'ils ne sont pas forcément très bons faits. Donc c'est une procrastination. Tu procrastines à entraîner ton corps à faire d'autres activités physiques que tu ne maîtrises pas pour pouvoir t'entraîner des activités physiques que tu maîtrises juste par peur de l'échec. Alors, vraiment, Et justement, là, Bruce Lee, il avait dit ça, Bruce Lee. Il a dit qu'il a beaucoup plus peur de quelqu'un qui maîtrise un coup 1000 fois que quelqu'un qui maîtrise 1000 fois un coup. Enfin, tu vois ce que je veux dire, là, tout est lié. Tout l'effort, il est lié. Tout l'effort est lié. C'est là les étirements. Les étirements. Moi, par exemple, je peux dire je suis pas très bon dans les étirements, alors j'en fais pas. Toi, tu es bon, donc tu en fais. Alors que c'est pas du tout comme ça. Tu deviens bon en pratiquant la chose. Exactement. C'est ce qui m'était arrivé hein, quand on était ensemble à la salle et que j'ai commencé à faire mes étirements et je t'ai montré que j'étais souple par rapport à certains mouvements, mais là, c'est justement parce que je les ai travaillés 3 fois par semaine. Alors, mais toi tu es bon les étirements. Oui, mais je suis bon telle ou telle chose parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à zéro. En fait, tu la commences à zéro. Tu peux pas venir, à part peut-être, et il faut quand même le rappeler, certains talents génétiques par rapport à certaines choses, mais le talent génétique, sans vraiment l'effort d'entraînement ou l'effort de concentration, ou vraiment, tu vois, les répétitions, ça. Tu vois, par exemple, même Messi, qui est un génie du football, s'il ne s'était pas vraiment entraîné toute sa vie et qu'il n'était pas dans des conditions, c'est-à-dire il n'était pas bien encadré, il n'avait pas des gens qui le suivaient, sa routine, son sommeil, sa nutrition, etc., ça n'aurait jamais pu être le joueur qu'il aurait été. Il aurait été un bon joueur, mais peut-être un bon joueur dans un club secondaire, et on ne l'aurait pas connu de la même façon. Oui, mais ça prend la John pratique. Jones aussi, au niveau de l'UFC. John Jones, Michael Jordan, Kobe Bryant, ils étaient mauvais. Que des gens qu'on a abordés sur le podcast, si tu as remarqué. Ouais. Donc, que des gens qui ont gardé une empreinte dans la vie, tu vois, dans le commun des mortels. Oui, parce que toi et moi, nous sommes vraiment profondément intrigués par ces gens-là. Moi, je suis profondément intrigué par ces gens-là parce que c'est des gens qui ont de la force de caractère. La plupart des gens m'ont. Et par exemple, quelqu'un comme Kobe Bryant, j'avais vu une interview d'Yalou où il disait par exemple que la personne qui avait interviewé, elle lui avait demandé est-ce que tu es déjà allé à un entraînement en ayant dormi très peu? Et il lui a dit zero sleep, sans avoir dormi
carrément, tu vois. Il lui a dit pourquoi, qu'il voulait par exemple, ma femme peut être malade, etc. Mais ce que j'aime bien dans l'exemple que je suis en train de citer, c'est ce qu'il dit plus tard. Il te dit, mais ça ne regarde personne. Ça ne regarde J'aime personne. cette force mentale, tu vois Voilà. ce que je veux dire. Ça ne regarde personne. Mes coéquipiers n'ont pas à savoir que je n'ai pas dormi Et ou ils que je comptent sur suis toi. en manque. Et il compte sur toi. You Exactement. have to do the work. Exactement. Ils C'est s'attendent à ce que je sois 1% better every day. Et je dois, en tant que sportif de haut niveau, répondre à leurs exigences, tu vois. C'est une mentalité, là, c'est avec le flip de switch, tu vois. Ouais, c'est dès que le flip de switch, tu dois tout donner et essayer de devenir meilleur chaque jour. Tu sais, la stratégie de Kobe Bryant, c'est je vais m'entraîner plus que mes camarades chaque jour. Ça, il y avait, je pense, 3 entraînements chaque jour. 3 entraînements chaque jour. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait plus tôt, donc il pouvait s'entraîner avant les autres. Il y avait l'entraînement collectif et il y avait un entraînement qu'il se fait. Voilà. Et il partait plus tard, en fait. Exactement. C'est ce trio-là. Voilà, il a dit qu'au fil des années, petit à petit, je deviendrai mieux que celui-ci, mieux que celui-là, mieux que celui-là. Et C'est ça dont parle James Clear Atomic Habits. C'est Ouais. avec le compound effect. le compound effect. Ouais. Exactement. C'est quand tu fais quelque chose et peut-être qu'une fois, c'est comme quand Mathieu, moi je vais à la salle et que je me dis, moi j'y suis allé qu'une fois. Mais Kobe Bryant, quand il fait son entraînement et qu'il le fait une fois plus que toi, et le lendemain encore une fois plus que toi, le surlendemain une fois plus que toi, ça fait 365 entraînements de plus dans l'année. Sur une carrière NBA qui dure 15 ans, c'est 365 x 15. Wow. Donc, quasiment peut-être, plus, des milliers de séances Prends d'entraînement une très grande longueur d'avance. intensif de plus sur toi. Ouais. Donc, quand tu es dans un moment crucial où c'est la fin de match et où un des deux va lever son équipe vers la victoire, crois-moi que celui qui s'est beaucoup plus entraîné, on peut très facilement imaginer qu'il a l'avantage. Oui, tu sais qu'avec autant de pratiques, tu as tellement de pratiques, c'est pas que physique, c'est mental. I've done this. Je le suis sais. confiant mentalement, je suis confiant physiquement. Ouais. Donc la combinaison des deux, c'est elle qui te rend invincible. C'est ce qui a fait la différence dans mon deuxième marathon à Casablanca. C'était une confiance totale. Et c'était pas de l'ego ou bien de l'arrogance. C'était, je me suis préparé. J'ai fait un programme. J'ai bien mangé. J'ai la bonne tenue, les bons... Même mentalement, tu sais, tu te dis, merde, je ne peux que réussir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu te dis C'était que ça. c'est pas C'était possible ça. que j'échoue. C'était ça. J'ai trop sacrifié pour en arriver là. Donc, je suis dans un état mental où je ne peux pas me permettre l'échec. Et ça, c'est je sais pas comment on appelle ça, c'est comme un état de transe où tu n'acceptes que la victoire. Et c'est ça la bonne mentalité. C'est être fixé sur le fait que je ne peux que gagner. Ouais. Mais il faut faire gaffe un peu parce que dans mon premier marathon, j'étais pas forcément bien préparé physiquement, mais mentalement, j'étais bien fort. Oui, mais justement, Fini. Je vois les ambulances qui passent et les gens qui entrent dans les ambulances, ça fait ils abandonnent. Et je peux abandonner moi aussi. À n'importe quel moment, je peux abandonner et dire ah non, mes jambes, ils sont détruits. Les excuses. Voilà. Les excuses. Les excuses, ouais. Et c'est drôle. Mais j'avais la force mentale de dire il n'y a aucun moyen que je ne vais pas finir ce marathon. Je vais le finir quel que soit le moyen, même si je... Mais d'abord, ce qui est important, vu que tu m'as parlé de ton deuxième, c'est que tu me fasses la comparaison entre la course lors de ton premier marathon, en tout cas les 10 derniers kilomètres lors de ton premier marathon, et les 10 derniers kilomètres lors de ton second. Alors le premier, il était très très douloureux. J'étais déjà dit ça, il était vraiment douloureux les derniers. Mais j'ai vraiment poussé. J'ai poussé des limites que je ne connaissais même pas, c'est ce qui est un peu mené vers ma blessure plus tard, mais j'ai poussé vers des limites que je ne connaissais pas. D'ailleurs, j'ai fini la course en courant, mais avec un bon rythme, alors que j'avais beaucoup de douleur. Et le second? Le second, je poussais, mais... Tu étais dans ton élément. J'étais dans mon D'où élément. la préparation J'étais dans mon physique élément, ouais. et mentale. Lorsque tu as les deux, tu es imbattable.